Marcher seul n'est pas une tragédie, c'est une déclaration de pouvoir. Le monde veut te faire croire que être accompagné est synonyme de valeur, que si tu n'as pas l'approbation des autres, alors tu n'es pas suffisant. Mensonge. La solitude, quand tu la confrontes de face et sans excuse, est l'endroit où se forge le vrai caractère. Il n'y a pas de masque à soutenir, pas d'applaudissements pour distraire. Il ne reste que toi, ton esprit et ta capacité à rester ferme, même si personne ne te regarde. Le stoïcisme l'a mieux compris que quiconque. Marc Aurèle régnait sur des millions, mais il a écrit ses réflexions en solitude, comme si le poids de l'empire ne lui importait pas autant que le poids de son propre esprit. Sénèque enseignait que celui qui dépend de la foule est condamné à vivre en esclave. Et Épictète a clairement indiqué que la liberté commence quand tu apprends à ne pas avoir besoin de ce qui est hors de ton contrôle. C'est le vrai noyau. Arrêtez de craindre le silence et commencez à l'utiliser comme une arme. La solitude ne t'affaiblit pas, elle te dénude. Elle te montre qui tu es sans ornement ni validation. Et c'est là que tu as deux chemins. Fuir vers le bruit et les distractions, ou rester et affronter ce que tu crains tant de découvrir sur toi-même. Celui qui choisit le second se transforme en quelqu'un de différent, plus fort, plus discipliné, plus conscient de son pouvoir intérieur. Cette vidéo ne va pas romantiser la solitude, elle ne va pas non plus te dire que c'est facile, c'est dur, inconfortable, même brutal parfois. Mais c'est aussi l'entraînement le plus réel qui existe pour devenir quelqu'un d'indestructible. Ici, tu apprendras 8 leçons pratiques qui vont t'enseigner comment transformer ton silence en liberté, ta discipline en un bouclier et ta solitude en la base de ta croissance. Si tu décides de rester jusqu'à la fin, tu découvriras que l'homme ou la femme qui apprend à marcher seul est le seul qui n'est jamais vraiment seul. 1. Commence tes journées en maîtrisant ton esprit. L'esprit au réveil est comme un cheval sauvage qui n'a pas encore senti la bride. Dès que tu ouvres les yeux, des pensées, des inquiétudes et des tâches en attente commencent à galoper, cherchant à t'entraîner sans direction. Si tu ne prends pas le contrôle à ce premier instant, tu passeras le reste de la journée à suivre des impulsions que tu n'as pas choisies et des émotions que tu ne maîtrises pas. C'est ici que ta force intérieure est mise à l'épreuve, car celui qui parvient à maîtriser son esprit au début de la journée maîtrise aussi le cours de sa vie. Beaucoup se lèvent et la première chose qu'ils font est de regarder leur téléphone, donnant leur attention à des messages, des notifications et des réseaux sociaux qui dictent comment ils doivent se sentir. À partir de ce moment, ils cessent d'être maîtres d'eux-mêmes, car ils ont cédé leur liberté à l'extérieur. Le stoïcisme enseigne le contraire. Avant de permettre au monde de décider de ton humeur, tu dois imposer ta propre discipline mentale. Marc Aurèle écrivait chaque matin en se rappelant qu'il allait faire face à l'ingratitude, à la tromperie et aux difficultés, mais il ne le faisait pas pour se déprimer, mais pour se préparer et renforcer son esprit. C'est la clé. Commencer la journée avec un esprit qui obéit à la raison et non aux caprices de l'environnement. Maîtriser ton esprit au réveil ne signifie pas seulement penser positivement, cela signifie l'entraîner avec clarté et fermeté. C'est se lever avec la décision que ta première pensée t'appartient, pas à l'anxiété ni à l'habitude. Une pratique simple et puissante est la respiration consciente. En ouvrant les yeux, au lieu de te lancer dans la routine, consacre quelques minutes à inspirer profondément et à expirer lentement, ordonnant à ton esprit de se concentrer sur ce qui est sous ton contrôle. Cet acte, bien qu'il semble minime, est une déclaration. Tu choisis comment commence ta journée. La gratitude est aussi une arme sur ce terrain. Je ne parle pas de phrases vides ou de répétition de ce qui sonne bien. Je parle de reconnaître de manière réelle ce que tu as déjà et qui peut être une source de force. Si ton esprit se réveille en cherchant ce qui manque, tu vivras avec un sentiment de manque. S'il se réveille en reconnaissant ce qui est déjà là, tu marcheras avec une abondance intérieure. Sénèque enseignait que ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus que ce dont il a besoin.
Se souvenir de cela chaque matin met ton esprit dans un état de sobriété et de pouvoir. Une autre étape fondamentale est de planifier ta journée avant que le chaos ne la planifie pour toi. Il ne s'agit pas d'écrire des dizaines de tâches impossibles, mais de marquer clairement quelles sont les batailles les plus importantes. Ryan Holiday l'appelle « gagner le matin ». Car celui qui commence avec direction et discipline est moins exposé à se perdre dans des futilités. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être constant. Une petite action, mais constante, bat toujours de grandes intentions jamais exécutées. Maîtriser ton esprit le matin signifie aussi te protéger de tes propres excuses. Cette voix intérieure qui dit « 5 minutes de plus, je le ferai plus tard, aujourd'hui ça n'a pas d'importance » est le véritable ennemi. Chaque fois que tu cèdes, tu entraînes la faiblesse. Chaque fois que tu t'imposes, tu entraînes la discipline. Épictète disait que la liberté commence par la capacité de te gouverner et ce gouvernement est testé dans les petites choses. Si tu n'es pas capable de te lever quand tu le décides, il sera difficile pour toi de relever des défis plus grands. Marcher seul implique de te soutenir toi-même et cette solitude se renforce à l'aube. Si au réveil tu dépends des autres pour te motiver, tu resteras enchaîné. Si en revanche tu te réveilles avec la détermination de prendre le contrôle, tu découvriras que la solitude ne te pèse pas, car en toi tu portes la compagnie la plus solide, ta propre volonté. 2. Fais de la gratitude ton bouclier quotidien. La gratitude est comme un bouclier invisible que tu emportes avec toi à chaque bataille. Imagine un guerrier entrant au combat sans protection, exposé à chaque coup et chaque blessure. C'est ainsi que beaucoup vivent, marchant chaque jour sans une arme pour les défendre du poison de la comparaison, de l'envie et de la plainte. La gratitude n'élimine pas les difficultés, mais elle amortit l'impact des coups, te donne une perspective et te rappelle que même au milieu du chaos, tu as encore quelque chose pour lutter. La réalité est dure. Le monde pousse à toujours désirer plus, à mesurer ta valeur par ce que tu n'as pas et à sentir que ce que tu possèdes n'est jamais suffisant. Ce vide est le terrain fertile de la frustration, mais le stoïcisme enseigne que la véritable richesse n'est pas dans l'abondance des choses, mais dans la capacité d'apprécier ce qui est déjà devant toi. Sénèque le disait clairement, « Pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire plus qu'il n'a besoin. » Pratiquer la gratitude n'est pas fermer les yeux sur ce qui manque, c'est les ouvrir sur ce qui existe déjà et l'utiliser comme une force. La gratitude a un pouvoir pratique que beaucoup sous-estiment. Quand tu te réveilles et énumères ce pourquoi tu peux être reconnaissant, ton esprit se reprogramme. Il ne le fait pas de manière magique, il le fait de manière rationnelle. Tu changes la perspective du déficit pour celle de la valeur. Il ne s'agit pas d'une formule sentimentale, il s'agit d'entraîner ton esprit à se concentrer sur le réel au lieu de vivre dans l'illusion de ce qui n'est pas encore arrivé. Cette approche diminue l'anxiété, car au lieu de désirer constamment, tu reconnais que tu as déjà des bases solides sur lesquelles marcher. Faire de la gratitude un bouclier signifie l'utiliser dans les moments d'attaque. Quand quelqu'un te blesse avec une critique, rappelle-toi ce que tu as déjà accompli. Quand tu fais face à un échec, rappelle-toi les batailles que tu as gagnées. Quand la solitude pèse, rappelle-toi que tu es toujours debout, respirant, avec la capacité de décider d'un pas de plus. Ce rappel n'est pas une évasion, c'est une réaffirmation de ta force. Marc Aurèle répétait dans ses méditations que ce qui arrive fait partie de la nature et que l'homme fort ne se plaint pas, il agit avec ce qu'il a. C'est le cœur de la gratitude. Ne pas regretter ce qui manque, mais utiliser avec dignité ce qui est déjà entre tes mains. Dans la pratique quotidienne, exercer ce bouclier n'est pas compliqué, mais il demande de la constance. Tu peux prendre un cahier et noter chaque jour 3 choses concrètes pour lesquelles tu es reconnaissant. Ne répète pas des phrases vides, écris avec précision. La conversation que tu as eue, la santé que tu maintiens, la discipline que tu as appliquée même si personne ne l'a remarqué. Ces détails peuvent sembler minimes, mais ce sont des briques invisibles qui construisent une forteresse mentale impénétrable. James Clear
parle dans ses écrits du pouvoir des petites habitudes qui s'accumulent avec le temps. La gratitude en fait partie. Pratiquée quotidiennement, elle n'améliore pas seulement ton humeur, elle change ta façon d'affronter la vie. Tu ne marches plus comme une victime des circonstances, tu marches comme quelqu'un conscient que même dans les petites choses, il y a de l'abondance. Et cette conscience te donne un énorme avantage. Tu réduis le besoin de dépendre des autres pour te sentir complet. La plainte est le langage du faible. La gratitude est le langage du fort. Celui qui se plaint donne son pouvoir au monde. Celui qui est reconnaissant le récupère. Et quand tu fais de la gratitude ton bouclier, tu ne te contentes pas de survivre. Tu avances avec plus de fermeté. Le bruit extérieur peut essayer de te renverser, mais ton esprit saura que rien ne peut te prendre ce que tu apprécies déjà. La gratitude n'est pas du conformisme, c'est de la clarté. Et dans un monde qui te pousse à te sentir insuffisant, marcher avec gratitude est l'acte le plus rebelle de tous. 3. Fais de la solitude ton terrain d'entraînement. La solitude est comme un terrain aride où beaucoup pensent que rien ne peut pousser. Ceux qui la fuient la voient comme un désert vide, étouffant et inutile. Cependant, pour celui qui ose rester en ce lieu, la solitude devient un terrain d'entraînement silencieux, où chaque pas, chaque silence et chaque pensée sont des exercices qui renforcent le caractère. Ce n'est pas un vide, c'est une salle de sport invisible où se forge la résistance émotionnelle et la clarté mentale que le bruit du monde ne peut jamais donner. La société enseigne à craindre la solitude. On nous répète que être seul, c'est être incomplet, que si tu n'es pas entouré de personnes, tu ne vaux rien, que tu as besoin de compagnie pour avoir un sens. Ce message crée des multitudes d'individus incapables de se tenir debout sans l'approbation des autres. Épictète enseignait que la liberté commence à l'intérieur, et personne ne peut entraîner cette liberté s'il n'apprend pas à vivre avec lui-même. Faire de la solitude un terrain d'entraînement signifie l'utiliser comme un test et comme un maître. C'est dans le silence que les voix intérieures que tu essaies de faire taire avec des distractions apparaissent. Anxiété, peur, souvenirs, insécurité, tous surgissent quand il n'y a personne autour pour les couvrir. C'est là que la plupart se brisent et cherchent à s'échapper, mais c'est là même que le stoïcien se renforce. Parce que celui qui supporte d'être avec ses propres pensées sans fuir, découvre qu'il n'y a pas d'ennemi plus difficile à vaincre que soi-même. La solitude bien utilisée ne t'isole pas, elle te polit. C'est comme le fer qui est placé dans le feu, il chauffe, il se déforme, mais finit par être plus résistant. Marcher seul t'oblige à affronter des faiblesses qui restent cachées en compagnie. Elle t'apprend à ne pas avoir besoin de la validation des autres pour prendre des décisions, à ne pas dépendre de la compagnie pour te sentir valorisé, à ne pas fuir de toi-même. Cette indépendance intérieure est la base de la véritable force. En pratique, tu peux transformer la solitude en entraînement avec des actions simples mais puissantes. Une promenade en silence, sans musique ni distraction, laissant ton esprit respirer sans stimuli externes. Une séance d'écriture où tu vides tes pensées sans filtre, observant ce qui occupe vraiment ton intérieur. Une méditation stoïcienne où tu te rappelles que ce qui est sous ton contrôle, c'est ton esprit et ton attitude et rien d'autre. Chacun de ces exercices est un soulèvement de poids émotionnels, des répétitions qui renforcent l'esprit, tout comme une salle de sport renforce le corps. La discipline est la clé de ce processus. Il ne suffit pas de passer du temps seul, tu as besoin de l'affronter avec intention. Si tu utilises ta solitude seulement pour te noyer dans des pensées négatives ou pour te perdre dans des distractions, tu n'entraînes rien. Ryan Holiday écrit que le silence est l'espace où se décident les grandes batailles de l'esprit. Sans solitude, il n'y a pas de concentration. Sans concentration, il n'y a pas de discipline, et sans discipline, il n'y a pas de liberté. Faire de la solitude ton terrain d'entraînement ne signifie pas que tu dois te retirer du monde pour toujours. Cela signifie que tu as besoin d'un lieu et d'un moment où tu es ton propre maître. Le monde craint la solitude parce qu'il ne sait pas quoi en faire.
Le stoïcien la transforme en force parce qu'il comprend qu'il y trouve l'opportunité de se connaître, de se tempérer et de se préparer pour ce qui va venir. Ainsi, ce qui pour beaucoup est un désert, pour toi, devient une forge. Et quand tu apprends à t'entraîner sur ce terrain, tu découvres que tu ne craindras plus jamais d'être seul, parce que tu emportes avec toi la compagnie la plus puissante, ta propre force. 4. Forge ton caractère à travers ton corps. Le corps est comme une forge. Si tu le laisses à l'abandon, il rouille, perd de sa force et devient un fardeau. Si tu le travailles avec discipline, il se transforme en un outil de pouvoir, un reflet de ton caractère. Beaucoup pensent que la force réside uniquement dans l'esprit, mais oublient que l'esprit habite un corps, et lorsque celui-ci se brise, la volonté en souffre également. Forger son caractère à travers son corps, c'est se rappeler que chaque goutte de sueur, chaque effort physique et chaque inconfort choisi est un entraînement direct pour ton âme. La vie moderne offre un confort excessif. Des chaises douces, des boutons qui font tout pour toi, des écrans qui te gardent immobile pendant des heures. Cet excès affaiblit. La nature n'a jamais envisagé l'être humain comme un être statique, mais comme un être en mouvement constant, affrontant le froid, la faim, la fatigue et la douleur. Le stoïcisme comprend cela clairement. L'inconfort choisi renforce plus que n'importe quel discours de motivation. Marc Aurèle écrivait que nous devons être comme le rocher contre lequel les vagues se brisent, solide et résistant. Forger son caractère à travers son corps signifie s'entraîner plus que pour l'apparence. Cela signifie s'entraîner pour la résistance. Courir sous le soleil, soulever des poids quand le corps veut abandonner, maintenir une posture ferme au milieu de la fatigue, toutes ces expériences construisent une volonté inébranlable. Sénèque disait que le luxe et le confort endorment, tandis que la difficulté réveille le véritable pouvoir d'un homme. Chaque fois que tu choisis de transpirer plutôt que de céder, tu entraînes ton esprit à être inébranlable face aux épreuves de la vie. En pratique, cela ne nécessite pas de complications. Tu n'as pas besoin de gymnase coûteux ni de routines impossibles, tu as besoin de constance. Une marche quotidienne à un rythme soutenu, des exercices de résistance avec ton propre poids, un sport qui défie tes limites. L'objectif n'est pas de sculpter un corps parfait pour l'approbation externe, mais de forger un corps capable d'obéir à ton esprit et de soutenir tes décisions. L'entraînement physique devient une métaphore de la vie. Quand tu soulèves du poids et que la barre semble insupportable, tu as deux options. La lâcher ou résister un peu plus. Ce même choix se présente dans tes batailles quotidiennes, dans ton travail, dans tes relations, dans tes objectifs. Si tu entraînes ton corps à ne pas abandonner physiquement, ton esprit apprend à ne pas abandonner émotionnellement. James Clear l'explique lorsqu'il parle d'habitude. Ce que tu répètes devient ton identité. Un corps discipliné façonne une identité disciplinée. La solitude se renforce lorsque ton corps est préparé. Marcher seul avec un corps faible génère de l'insécurité, de la peur et de la fragilité. Marcher seul avec un corps entraîné génère de la confiance, de la résilience et de la sécurité à chaque pas. Non pas parce que tu es physiquement invincible, mais parce que tu sais que tu es capable de résister plus que tu ne le pensais. Cette connaissance intérieure se répand dans chaque domaine de ta vie. Forger son caractère à travers son corps ne signifie pas en être obsédé. Cela signifie l'utiliser comme l'outil qu'il est. Le corps est le terrain le plus visible où ta discipline est mise à l'épreuve. Chaque matin où tu choisis de bouger plutôt que de rester immobile, chaque entraînement que tu termines même si tu n'en as pas envie, chaque douleur physique que tu supportes sans abandonner est un rappel que tu es maître de ta volonté. Le guerrier stoïcien ne se forge pas seulement dans le silence de l'esprit, mais aussi dans l'effort du corps. Et lorsque tu unis les deux, esprit et corps, tu obtiens une cohérence puissante. 5. Nourris ton esprit avec une véritable sagesse. L'esprit est comme un champ fertile. Si tu sèmes des déchets, des mauvaises herbes pousseront et étoufferont tout ce qui est précieux. Si tu sèmes des graines de sagesse, avec le temps tu auras des racines profondes et des fruits qui soutiennent ta vie.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons entourés de bruit, d'informations superficielles et d'opinions déguisées en vérité. Et chaque chose que tu consommes devient une partie de toi, dans ta façon de penser, dans ta réaction et dans les décisions que tu prends. Nourrir ton esprit avec une véritable sagesse n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité pour construire une force intérieure. Le problème de beaucoup est qu'ils remplissent leur tête avec tout ce qui apparaît sur un écran. Des séries interminables, des nouvelles manipulées, des conversations sans sens. Tout cela agit comme de la malbouffe mentale. Elle satisfait momentanément, mais affaiblit à long terme. Le stoïcisme, en revanche, propose un régime mental exigeant et nutritif. Marc Aurèle n'écrivait pas ses méditations pour se divertir, mais pour se rappeler l'essentiel et se corriger chaque jour. Sénèque consacrait des lettres entières à renforcer l'âme, pas à se perdre dans les rumeurs. Nourrir ton esprit avec une véritable sagesse signifie choisir avec soin ce que tu laisses entrer. Tout comme tu ne mettrais pas volontairement du poison dans ton corps, tu ne devrais pas remplir ta tête d'idées qui t'affaiblissent. Les livres, les réflexions, même les conversations avec des personnes qui élèvent ton niveau sont des aliments qui renforcent. Ryan Holiday, par exemple, reprend les enseignements des stoïciens pour les appliquer à la vie moderne, montrant que la sagesse ancienne n'est pas une théorie morte, mais un guide pratique pour survivre au chaos d'aujourd'hui. James Clear, d'un autre angle, enseigne comment les habitudes que tu répètes façonnent ton destin. Une idée totalement alignée avec la discipline stoïcienne. La pratique de ce principe est simple mais radicale. Consacre chaque jour un espace pour nourrir ton esprit avec du contenu qui te rapproche de la personne que tu veux être. Cela peut être lire un extrait de méditation, écouter un livre audio qui te défie de penser, écrire tes propres réflexions dans un cahier. La clé est que ce soit un aliment avec de la substance, quelque chose qui laisse une trace. Si ton esprit consomme de la sagesse constamment, il apprendra à répondre avec calme aux attaques, avec clarté aux doutes et avec fermeté aux tentations. Un détail crucial est de comprendre que la sagesse n'est pas toujours confortable. Parfois, lire les grands penseurs fait mal, parce qu'ils exposent des vérités que nous préférons ignorer. Ils nous montrent que nous sommes plus faibles que nous le pensons, plus dépendants que nous l'admettons, plus craintifs que nous ne le prétendons. Mais c'est justement dans ce coup que se trouve l'opportunité de grandir. La véritable sagesse ne cherche pas à caresser ton ego, elle cherche à te réveiller. Le contraste avec le bruit quotidien est évident. Si tu remplis ton esprit de divertissements vides, tu peux peut-être échapper un moment à la réalité, mais ton caractère ne change pas. Si tu remplis ton esprit de sagesse, tu peux peut-être faire face à l'inconfort, mais ton esprit se renforce. Tout comme le corps a besoin d'une nourriture nutritive, même si elle ne goûte pas toujours bon, l'esprit a besoin d'enseignements qui dérangent et transforment. Le résultat de cette habitude est frappant. Un esprit nourri de sagesse ne s'effondre pas au premier obstacle, car il a des racines profondes. Il n'a pas besoin de l'approbation externe, car il se base sur des principes solides. Il ne craint pas le silence, car il l'utilise pour réfléchir. Ainsi, chaque mot que tu lis, chaque idée que tu adoptes, chaque réflexion que tu répètes devient des briques invisibles qui construisent ta force intérieure. 6. Transforme ta solitude en service. La solitude est comme une rivière tumultueuse. Si tu la contiens et la gardes pour toi seul, elle stagne et pourrit. Mais si tu la canalises vers les autres, elle devient vie, une force qui nourrit tout ce qu'elle touche. C'est ce qui se passe avec l'énergie qui naît lorsque tu apprends à marcher seul. Tu peux l'utiliser uniquement pour résister en silence, ou tu peux la transformer en un service qui inspire et élève les autres. La différence entre te noyer dans la solitude et grandir avec elle réside dans la façon dont tu décides d'utiliser cette force intérieure. L'erreur de beaucoup est de croire que la solitude doit être vécue en isolement total, comme si se retirer du monde était le but ultime. Le stoïcisme enseigne le contraire. La solitude est un entraînement, mais le but de la vertu est toujours de se partager.
Marc Aurèle, malgré la responsabilité de l'empire qu'il portait, considérait son devoir comme un service constant à la communauté. Épictète, bien qu'il ait vécu en esclave une grande partie de sa vie, enseignait aux autres à trouver la liberté intérieure. Et Sénèque, au milieu de la politique romaine, répétait que personne ne peut vivre heureux s'il ne pense qu'à lui-même. La solitude est la forge, mais le service est le but. Transformer ta solitude en service signifie prendre la clarté et la discipline que tu as cultivées en silence et les mettre au service des autres. Il ne s'agit pas de faire de grands discours ni de chercher la reconnaissance. Il s'agit d'actions petites et constantes qui naissent de ta force. Cela peut être écouter quelqu'un sans juger, donner un conseil sincère, travailler avec excellence, même si personne ne te félicite, ou consacrer ton énergie à des projets qui améliorent la vie des autres. Chacun de ces actes transforme ta solitude en un pont qui connecte ta force intérieure avec le monde extérieur. La clé est de comprendre que le service n'est pas une faiblesse, c'est un acte de pouvoir. Seul celui qui est plein peut donner sans se vider. Seul celui qui est ferme peut soutenir les autres sans tomber. Si ta solitude t'a appris à te suffire à toi-même, alors elle t'a aussi donné la capacité de partager sans peur, sans besoin d'approbation et sans attendre de récompense. C'est la grandeur du service stoïcien. Il naît de l'autosuffisance, non de la dépendance. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des habitudes simples, consacrer du temps à enseigner ce que tu sais au lieu de le garder pour toi, pratiquer l'empathie dans un monde plein d'indifférence, ou t'engager dans des causes qui vont au-delà de ton intérêt personnel. Chaque fois que tu transformes ta discipline en aide concrète, tu renforces ton but. Parce qu'il n'y a pas de véritable force si elle reste enfermée. L'acier le plus résistant n'est pas forgé pour être gardé, il est forgé pour être utilisé. Ryan Holiday parle de l'importance de voir la vie comme un devoir plutôt que comme un droit. Ta discipline, ton calme et ta force ne sont pas seulement pour toi, ce sont des outils pour servir. James Clear, dans sa vision des habitudes, souligne que les changements personnels les plus solides sont ceux qui ont un impact sur les autres. Quand ton effort a des répercussions au-delà de toi-même, il devient plus difficile d'abandonner parce que maintenant ta vie a un poids qui transcende l'individuel. Transformer ta solitude en service est aussi une façon de te protéger contre l'ego. La solitude peut devenir un espace de fierté, de croire que tu n'as besoin de personne et que le monde ne mérite rien de toi. Cette voie ne mène qu'au vide. Le stoïcien, en revanche, comprend que la véritable liberté n'est pas de s'isoler, mais de participer au monde avec cohérence et vertu. Ainsi, ton silence devient une parole qui guide, ta discipline un exemple qui inspire, et ta force un refuge pour les autres. 7. Répondez toujours à partir de votre pouvoir intérieur. La vie est comme un plateau de jeu où les autres essaient constamment de bouger vos pièces. Ils veulent vous provoquer, vous déplacer, manipuler vos émotions et vous pousser à réagir sans réfléchir. Si vous n'avez pas le contrôle, vous devenez une marionnette des circonstances, dansant au rythme de ce que les autres décident. Mais lorsque vous apprenez à répondre à partir de votre pouvoir intérieur, vous cessez d'être une pièce déplacée par des mains étrangères et vous devenez le joueur qui détient la stratégie. C'est là la différence entre vivre en victime ou vivre en maître de soi. Le monde moderne vit de réactions impulsives. Réseaux sociaux, discussions vides, attaques déguisées en blagues, critiques lancées sans pitié. Chaque stimulus cherche à vous arracher une réponse immédiate, viscérale, émotionnelle. Et la plupart tombent parce que leur force ne vient pas de l'intérieur, mais des fluctuations externes. Le stoïcisme enseigne le contraire. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe, mais vous contrôlez comment vous répondez. Marc Aurèle répétait que les hommes ne sont pas perturbés par les faits, mais par l'opinion qu'ils ont de ces faits. C'est l'essence du pouvoir intérieur. Décidez quelle signification donner à ce que vous affrontez avant de permettre qu'il vous abatte. Répondre à partir de votre pouvoir intérieur ne signifie pas être indifférent ou froid. Cela signifie agir avec conscience et fermeté
au lieu de tomber dans le jeu de la provocation. Épictète l'expliquait durement. Si quelqu'un réussit à vous irriter, c'est parce que vous lui avez donné votre contrôle. Chaque fois que vous réagissez sans réfléchir, vous perdez un peu de liberté. Chaque fois que vous choisissez votre réponse, vous renforcez votre force. Le véritable maîtrise n'est pas de vaincre les autres dans des discussions inutiles, c'est de ne pas permettre à personne de gouverner votre état intérieur. En pratique, ce principe exige de la discipline. Lorsque quelqu'un vous attaque, votre instinct est de vous défendre immédiatement. Lorsque quelqu'un vous provoque, votre impulsion est de répondre de la même manière. Mais ce réflexe est ce qui vous rend faible, parce que vous agissez à partir de la blessure et non de la clarté. Maîtriser cette habitude nécessite une pause consciente, une respiration avant de répondre, une brève analyse pour savoir si cela vaut la peine de dépenser de l'énergie, une décision ferme de ne pas donner votre paix à celui qui cherche à la prendre. Cette pause est un acte de rébellion, car elle rompt le cycle de manipulation émotionnelle. La solitude renforce cette pratique, car lorsque vous apprenez à être avec vous-même sans dépendre de l'approbation de personne, vous apprenez aussi à ne pas vous effondrer face aux critiques ou aux offenses. Le silence intérieur devient un bouclier. La discipline devient une épée. Vous ne répondez pas pour prouver quoi que ce soit, vous répondez parce que vous avez décidé de rester cohérent avec vos principes. Sénèque disait que la plus grande vengeance contre l'offenseur est de ne pas lui ressembler. C'est la victoire du pouvoir intérieur, répondre avec grandeur là où les autres attendent la faiblesse. Dans votre quotidien, cela peut être exercé à chaque interaction. Quelqu'un vous critique sans raison, vous choisissez de répondre calmement. Quelqu'un vous ignore ou vous méprise. Vous choisissez de maintenir votre dignité sans avoir besoin de prouver votre valeur. Un problème surgit soudainement. Vous choisissez de vous concentrer sur la solution plutôt que de vous enfoncer dans la plainte. Ces choix peuvent sembler petits, mais ils sont des entraînements constants pour votre caractère. Chaque fois que vous choisissez de l'intérieur, votre pouvoir grandit parce que vous vous souvenez que vous n'êtes l'esclave de rien d'extérieur. Ryan Holiday le résume clairement en parlant de la discipline émotionnelle. L'ennemi réel n'est jamais l'autre, c'est votre réaction incontrôlée. James Clear, du point de vue des habitudes, montre comment chaque décision répétée façonne votre identité et vous devez le comprendre. 8. Examine ta journée et affine ton esprit. La vie ressemble à un forgeron travaillant le métal. Chaque journée est un coup de marteau, chaque action une étincelle qui jaillit du feu. Si le forgeron ne s'arrêtait jamais pour examiner son travail, la pièce finirait par être tordue, faible ou mal formée. Il en va de même pour toi. Si tu n'examines pas ta journée, si tu n'évalues pas comment tu as agi, tu auras vécu sans direction, répétant des erreurs et accumulant des charges inutiles. Examiner ta journée n'est pas un rituel vide, c'est l'acte de t'arrêter devant le miroir de ta conscience pour affiner ton esprit. La plupart des gens se couchent épuisés, pensant à ce qu'ils feront demain ou se souciant de ce qu'ils n'ont pas accompli aujourd'hui. Ils vivent entraînés par l'inertie, sans prendre le temps de vérifier si leurs actions étaient cohérentes avec ce qu'ils disent vouloir. Ce manque d'examen perpétue la médiocrité. Le stoïcisme propose le contraire. Chaque nuit est une occasion d'ajustement. Sénèque écrivait qu'à la fin de la journée, il se demandait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait omis et ce qu'il pouvait corriger. Il ne le faisait pas pour se punir, mais pour grandir. Marc Aurèle, dans ses méditations, pratiquait la même habitude. Un examen sincère qui lui rappelait d'être meilleur le lendemain. Examiner ta journée signifie affronter tes victoires et tes échecs avec la même honnêteté. Reconnaître ce que tu as bien fait, non pas pour gonfler ton ego, mais pour le répéter avec discipline. Reconnaître ce que tu as mal fait, non pas pour te noyer dans la culpabilité, mais pour apprendre et corriger. Cet équilibre constant est ce qui polit ton caractère. Chaque examen nocturne est comme aiguiser une épée. Tu enlèves les impuretés, corriges les bords et prépares l'arme pour la prochaine bataille. En pratique, cette habitude peut sembler simple, mais elle exige du courage.
Écrire dans un cahier ce que tu as accompli et ce que tu n'as pas. Te demander si tes actions étaient alignées sur tes principes. Évaluer si tu as répondu à partir de ton pouvoir intérieur ou si tu t'es laissé emporter par la colère, la peur ou le confort. Cet acte de réflexion ne prend que quelques minutes, mais l'impact est énorme, car il transforme chaque jour en une marche vers une version plus solide de toi-même. L'examen quotidien révèle également des schémas cachés. Si tu observes attentivement, tu remarqueras que les mêmes erreurs se répètent lorsque tu ne les corriges pas. Peut-être que tu procrastines toujours à la même heure, que tu réagis avec colère face au même type de personnes ou que tu tombes dans des distractions prévisibles. En l'écrivant, ces schémas deviennent visibles et cessent de te contrôler dans l'ombre. Tu as maintenant l'occasion de les affronter avec clarté et de les transformer en discipline. La solitude est le cadre parfait pour cet examen. Quand la nuit tombe et qu'il n'y a pas de bruit extérieur, quand tu es avec toi-même sans masque ni distraction, ta conscience parle plus fort. C'est là que tu décides si tu veux l'écouter ou l'ignorer. Le stoïcien choisit d'écouter, car il sait qu'il n'y a pas de juge plus sévère ni plus juste que soi-même. Cette sincérité, bien que inconfortable, est celle qui renforce l'esprit. Ryan Holiday a écrit que le véritable progrès est cumulatif et se produit dans l'invisible. Examiner ta journée est la pratique qui rend l'invisible tangible. James Clear le complète en montrant que les habitudes se construisent avec de petites répétitions. Et l'examen quotidien est la façon de t'assurer que ces répétitions vont dans la bonne direction. Sans cette habitude, tu risques de t'efforcer beaucoup dans la mauvaise direction. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas, le silence a un pouvoir que peu osent affronter. Ce n'est pas une absence, c'est une présence dans sa forme la plus pure. C'est le coup sec qui laisse sans excuse celui qui s'est habitué à ton dévouement constant. Parce que quand tu arrêtes de courir après quelqu'un qui ne valorise ni ton temps ni ton énergie, tu ne perds rien. Tu récupères tout ce que tu avais laissé de côté pour mendier de l'attention. Ce vide qui semble dur au début n'est pas une punition, c'est l'espace nécessaire pour respirer à nouveau. La vérité est simple et crue. Plus tu cours après, plus tu deviens invisible. Le cerveau humain méprise ce qui est toujours disponible. Il s'y habitue, s'ennuie, le prend pour acquis. Et pendant que tu épuises tes jours à envoyer le premier message, à attendre une réponse qui ne vient jamais, à justifier les silences des autres, l'autre personne apprend qu'elle peut t'avoir sans aucun effort. C'est le cercle vicieux qui détruit ta dignité. Le briser nécessite du courage. Il faut accepter que l'anxiété ne se calme pas avec l'insistance, mais avec le détachement. Que la véritable force n'est pas de montrer combien tu insistes, mais de décider de ne plus le faire. Le silence est un miroir. Il reflète ta valeur et en même temps confronte l'autre à l'absence de ce qu'il ne reçoit plus. Ce silence pèse, dérange, révèle. Et il te révèle aussi, parce que tu apprends à voir clairement où tu donnais ton énergie sans rien recevoir de sain en retour. Ce n'est pas une invitation à l'indifférence vide, c'est un appel à la conscience. À comprendre que ton temps est une ressource limitée et que tu ne peux pas le gaspiller sur quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Les stoïciens enseignaient que la seule chose que tu possèdes vraiment est ton esprit, ton attitude et ta capacité à choisir comment tu réponds. Et ici, la réponse la plus sage, bien qu'elle fasse mal, est de se taire. Se taire pour t'écouter. Se taire pour arrêter de poursuivre ce qui ne mérite pas d'être atteint. Se taire pour retrouver le calme que tu avais perdu. C'est le point de départ. À partir de là, les leçons deviennent des armes pratiques que n'importe qui peut utiliser dans la vie quotidienne pour couper la dépendance émotionnelle et retrouver la dignité. Parce que quand tu choisis le silence et le détachement, tu ne perds pas quelqu'un, tu te gagnes toi-même. 1. Ne cours pas après, lâche le premier message. L'attachement à une personne qui ne valorise pas ta présence ressemble à courir après une ombre sous le soleil de midi.
Tu la vois, tu la sens près. Il semble que si tu fais un pas de plus, tu pourras l'atteindre. Mais plus tu cours, plus elle s'éloigne. Cette course sans fin ne fait que t'épuiser et ne te mène nulle part. C'est la réalité d'insister, d'envoyer toujours le premier message, de montrer de l'intérêt quand l'autre s'en fiche. Le silence et la pause sont le seul moyen d'arrêter cette usure, de regarder ailleurs et de réaliser que tu n'as pas besoin de poursuivre quoi que ce soit pour exister. Ne pas courir après est un acte de dignité, un rappel que ta valeur ne dépend pas de la validation des autres. La première étape est de lâcher l'impulsion d'être celui qui ouvre le canal de communication. Lorsque tu es toujours celui qui écrit en premier, tu envoies un message caché, ton besoin. L'autre le perçoit même s'il ne le dit pas, et cela change l'équilibre de la relation. Ce qui est constant cesse d'être précieux. Ce qui est sûr devient ennuyeux. Ce qui est disponible perd son mystère. L'être humain a tendance à désirer ce qu'il n'a pas garanti. Et en t'offrant toujours sans pause, tu deviens prévisible, attendu, ce qui ne surprend plus. Le silence, en revanche, suscite une réaction différente. Il rend visible ton absence, pose une limite invisible et oblige l'autre à se demander ce qui se passe. Du point de vue stoïcien, ne pas courir après est d'appliquer la discipline de l'esprit. Épictète enseignait que la véritable liberté consiste à contrôler ce qui dépend de toi et à lâcher ce qui ne dépend pas. Tu peux contrôler ton envie d'écrire, tu peux choisir de ne pas réagir immédiatement, tu peux récupérer ton temps au lieu de le donner à l'incertitude. Ce choix n'est pas simple, car l'anxiété pousse, l'habitude presse et l'esprit invente des excuses pour le justifier. Mais c'est à ce moment-là que naît la pratique. Chaque fois que tu retiens tes doigts avant d'écrire, tu t'entraînes à l'autocontrôle. Et l'autocontrôle est l'une des vertus les plus puissantes que tu peux cultiver. Rompre ce schéma n'est pas de l'indifférence, c'est du respect pour ton énergie. Personne ne mérite que tu trahisses ta paix en attendant un signe. Cesser d'envoyer le premier message ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela signifie que tu te soucies assez de toi pour ne pas te donner à celui qui ne te donne pas de place. Cette pause, bien que inconfortable, crée un espace intérieur où tu peux respirer. Là, tu découvres que tu n'as pas besoin que l'autre confirme ta valeur. Là, tu comprends que courir après ne fait que t'éloigner de toi-même. Le silence est une tactique et aussi un miroir. Parfois, en arrêtant d'insister, l'autre remarque ce qu'il perdait et se rapproche. D'autres fois, il ne se passe rien et c'est le signe le plus clair que tu courais après un vide. Dans l'un ou l'autre des scénarios, tu gagnes. Parce qu'il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de te libérer. Il s'agit de cesser d'hypothéquer ta dignité pour recevoir des miettes d'attention. Il s'agit de reconnaître que la personne qui a le plus besoin de t'écouter, c'est toi, et que le silence est la langue la plus ferme avec laquelle tu peux te parler. La prochaine fois que tu ressens l'envie d'être celui qui commence, rappelle-toi de l'ombre. Rappelle-toi que cette course ne finit jamais. Rappelle-toi que s'arrêter est plus courageux que de continuer. Parce que celui qui ne reconnaît pas ta présence ne mérite pas ton insistance. Et parce que courir après ne fait que te transformer en prisonnier d'une illusion que tu n'atteindras jamais. La véritable liberté commence quand tu décides de t'arrêter. 2. Enterre le téléphone et brise le sort. Le téléphone dans tes mains ressemble à un hôtel moderne, brillant et silencieux, où tu offres chaque minute de ton attention comme s'il s'agissait d'un sacrifice. Tu attends un signe, une notification, un éclair de lumière qui soulage l'anxiété. Ce petit objet devient une chaîne invisible qui te lie à l'attente de l'autre. Ce n'est pas l'appareil qui te contrôle, c'est le sort que tu lances sur toi-même chaque fois que tu vérifies sans raison, chaque fois que tu laisses l'écran définir si tu es vu ou ignoré. Enterrer le téléphone ne signifie pas le détruire. Cela signifie lui arracher le pouvoir qu'il n'aurait jamais dû avoir sur ta paix. Ce qui commence comme une habitude finit par être un schéma de dépendance. Vérifier constamment le téléphone renforce l'idée que ta valeur dépend d'une réponse. L'esprit entre dans un cycle de récompense et de frustration. Une notification te soulève, le silence te plonge.
Cette oscillation est un poison lent qui érode ton estime de soi et consomme ton temps. Rompre ce sort est un acte de rébellion contre une addiction émotionnelle déguisée en habitude quotidienne. Le détachement commence lorsque tu choisis de mettre une distance physique, lorsque tu décides de laisser le téléphone hors de ta portée, lorsque tu comprends que tout silence n'a pas besoin d'être interprété comme un rejet. Le stoïcisme enseigne à différencier ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Le message qui n'arrive pas, l'appel qui n'a pas lieu, l'attention que tu ne reçois pas, tout cela n'est pas entre tes mains. Ce qui est sous ton contrôle, c'est comment tu gères ton attention, comment tu décides d'utiliser ton temps, quel espace mental tu choisis de nourrir. Lorsque tu enterres le téléphone, même pour quelques heures, tu envoies un message clair. Ta vie n'est pas subordonnée à un appareil ni aux réponses de personne. Tu récupères ton énergie pour l'investir dans ce qui construit, dans ce qui t'appartient, dans ce qui ne dépend pas de la validation externe. Beaucoup craignent ce silence parce qu'ils le confondent avec le vide. Mais ce vide est fertile si tu sais l'utiliser. En éteignant le bruit numérique, tu entends ta propre pensée, tu reconnais l'anxiété que tu essayais de couvrir avec des notifications, et tu découvres que tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps pour être quelqu'un de précieux. Le téléphone enterré n'est pas une absence de vie, c'est la preuve que tu peux vivre sans dépendre de stimuli constants. Cette décision te redonne du pouvoir, du calme et de la clarté. Rompre le sort ne se fait pas du jour au lendemain, car l'esprit est entraîné à chercher la récompense immédiate. C'est pourquoi enterre le téléphone dans les moments critiques, avant de dormir, au réveil, pendant les heures où tu as besoin de concentration. Ces espaces deviennent des rituels de libération. Tu arrêtes de donner tes émotions au gré d'un écran et tu commences à renforcer ton autocontrôle. Ce n'est pas facile au début, mais chaque minute que tu passes sans le vérifier est une victoire sur l'anxiété. Le détachement se pratique au quotidien, pas dans des discours vides. Lorsque tu choisis de laisser le téléphone face vers le bas, loin de tes mains, tu te dis que ton temps vaut plus que l'attente. Tu entraînes ton esprit à ne pas mendier l'attention. Tu te rappelles que le calme ne dépend pas d'un signal externe, mais de ta capacité à te maintenir dans le silence. Cette pratique, répétée encore et encore, devient une discipline. Et la discipline te rend libre. Parce qu'à la fin, ce qui a servi n'est pas l'appareil, mais l'espoir qu'à travers lui arrive ce qui te manque en personne. Enterrer le téléphone, c'est briser le sort. C'est te prouver que tu peux respirer sans cette confirmation. C'est découvrir que ta valeur n'a jamais été dans un message en attente, mais dans ta décision de ne pas vivre en attente de personne. 3. Fais du papier ton exutoire nocturne. L'esprit agité ressemble à une pièce pleine d'échos. Chaque pensée rebondit, se multiplie et revient plus forte qu'elle n'est entrée. Quand la nuit tombe et que tout à l'extérieur se tait, ce bruit interne s'intensifie. C'est alors que l'anxiété se déguise en insomnie, quand le besoin d'attention se transforme en questions sans réponse. Là, le papier devient un refuge. Une feuille blanche ne juge pas, n'ignore pas, ne répond pas avec indifférence. Elle t'offre un espace sûr pour libérer ce qui te brûle de l'intérieur. Faire de l'écriture nocturne une habitude est comme ouvrir une fenêtre au milieu d'une pièce étouffante. L'air entre, les charges s'allègent et l'esprit retrouve de l'oxygène. Le détachement ne commence pas toujours par de grandes décisions, parfois il naît de gestes simples. Écrire ce que tu ressens à la fin de la journée est un acte de sincérité envers toi-même. C'est le moment où tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu peux seulement libérer à l'intérieur. En mettant en mots ton anxiété, ta colère ou ta tristesse, tu enlèves le pouvoir à ce qui te gardait silencieusement prisonnier. La pensée écrite cesse d'être un monstre invisible pour devenir quelque chose que tu peux observer, analyser et comprendre. Ce changement de perspective est l'un des outils les plus puissants du détachement émotionnel. Les stoïciens parlaient d'examiner chaque jour avant de dormir. Sénèque écrivait
qu'il passait en revue ses actions et pensées nocturnes comme un juge examinant un cas. Il ne le faisait pas pour se punir, mais pour se corriger, pour ne pas répéter les erreurs et pour cultiver la clarté. En suivant cette pratique, le papier devient un miroir. Il te montre où tu as donné trop, où tu as couru après celui qui ne le méritait pas, où tu t'es trompé et où tu as été fort. Cette révision constante renforce le caractère et empêche de retomber dans les mêmes schémas de dépendance. Écrire brise aussi l'urgence de communiquer avec celui qui ne répond pas. Souvent, tu cherches le téléphone pour envoyer un message qui soulage la pression dans ta poitrine, mais ce dont tu as vraiment besoin n'est pas que l'autre te lise, mais que tu t'écoutes toi-même. Le papier remplit cette fonction. Il absorbe tes mots, te rend la sérénité et élimine le poids de devoir le porter en silence. Ce que tu laisses écrit ne vit plus dans ton esprit, il vit sur la feuille, et cela te permet de dormir plus paisiblement. Fais de l'exutoire nocturne un rituel. Au lieu de vérifier ton téléphone avant de dormir, allume une lampe douce, prends un stylo et laisse sortir tout ce que tu as accumulé. Peu importe si c'est désordonné, peu importe si cela n'a pas de sens, le but n'est pas de créer de la beauté, mais de libérer la pression. Au début, cela peut sembler insignifiant, mais avec le temps, tu remarqueras que ta relation avec tes émotions change. Tu ne cours plus après les autres, tu te reconnais toi-même. Ce geste simple te rappelle que la validation la plus importante est la tienne. Le papier garde aussi tes batailles gagnées. En relisant avec le temps ce que tu as écrit, tu remarqueras des progrès que tu n'as pas vus sur le moment. Tu verras comment l'intensité de ton anxiété diminue, comment ce qui semblait insupportable hier pèse à peine aujourd'hui. Ce contraste est la preuve de ta croissance, la preuve que le silence et le détachement fonctionnent lorsque tu les pratiques avec constance. La feuille blanche est un allié silencieux, un témoin de ta force. Fais-en ton confident chaque nuit et tu découvriras que tu n'as pas besoin de déverser tes émotions dans des conversations qui ne sont jamais réciproques. Ta dignité mérite un meilleur espace. Fais du papier ton exutoire nocturne et transforme-le en preuve vivante que ta paix ne dépend plus de personne d'autre que de toi. 4. Surmonte l'anxiété par le mouvement. L'anxiété ressemble à une cage invisible. Peu importe la taille de ses barreaux, tu la sens oppresser ta poitrine, serrer ta respiration et te forcer à tourner en rond dans ton esprit. Cette cage n'existe pas dans la réalité, mais ton corps l'aperçoit comme si elle était en fer. Et plus tu restes immobile, plus ses limites se renforcent. Le mouvement, en revanche, brise les barreaux. Chaque pas que tu fais, chaque flexion, chaque étirement, c'est comme plier le métal qui semblait indestructible. Le corps libère ce que l'esprit ne peut pas lâcher seul. Quand tu es coincé dans l'attente, regardant ton téléphone encore et encore, l'anxiété se nourrit de l'inaction. C'est dans cet état que les pensées se répètent comme un écho interminable. Pourquoi ne répond-il pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Que signifie ce silence? Cette répétition mentale est du carburant pour l'angoisse. C'est là qu'intervient le mouvement comme médicament. Il ne s'agit pas de courir des marathons ni de s'entraîner jusqu'à l'épuisement. Il s'agit de se rappeler que ton corps est un canal de libération. Marcher, faire de l'exercice, s'étirer ou simplement se lever pour ranger ton espace est suffisant pour rediriger cette énergie. Ce qui semblait être un poids insupportable se transforme en élan. Et ce qui semblait vide commence à se remplir d'action. Les stoïciens comprenaient que le corps et l'esprit sont des alliés inséparables. Marc Aurèle parlait de la façon dont l'âme se renforce lorsque le corps se discipline. Et il ne parlait pas seulement de la force physique, mais du fait que le corps en mouvement aide l'esprit à retrouver l'équilibre. L'anxiété ne se discute pas avec des pensées, elle s'affaiblit avec des actions. Chaque pas que tu fais est une affirmation silencieuse. Je ne suis pas prisonnier de l'attente, j'ai du pouvoir sur mon présent. Le mouvement brise l'illusion du contrôle externe, parce que lorsque quelqu'un ne répond pas, la seule chose que tu réussis en restant immobile est de t'enfoncer davantage dans le sentiment d'impuissance. En revanche, bouger ton corps te donne une sensation réelle de contrôle. Tu choisis de sortir pour marcher,
Tu choisis de t'entraîner, tu choisis de donner forme à ton énergie au lieu de la laisser se décomposer en toi. Ce choix quotidien, répété encore et encore, entraîne l'esprit dans la discipline et renforce la résilience émotionnelle. L'anxiété cherchera toujours des excuses pour t'arrêter. Elle te dira que tu n'as pas envie, que ça ne sert à rien, que le mouvement ne changera pas la situation. Et c'est vrai, ça ne change pas l'autre, mais ça te change toi. C'est la différence essentielle. Quand tu choisis de bouger, tu ne le fais pas pour manipuler quelqu'un, tu le fais pour libérer ta propre charge. La respiration se régule, la tension dans les muscles se dissout, le cœur bat avec plus de rythme et l'esprit s'éclaircit. Ce n'est pas un miracle, c'est la biologie en ta faveur. Fais du mouvement ton refuge chaque fois que tu ressens la pression de l'attente. Lève-toi du lit, fais des pas dans ta chambre, sors dans la rue, ressens comment l'anxiété perd de sa force quand tu la dépenses en action. Fais-en ton rituel quotidien, car il ne s'agit pas d'attendre que le calme arrive de lui-même, mais de le construire avec tes propres pas. Le mouvement est un rappel puissant. Tu n'es pas lié au silence de personne. Tu ne dépends pas de la réponse de quelqu'un d'autre pour sentir que tu existes. Ton corps est une preuve de vie. C'est la preuve de ton autonomie. Chaque fois que tu bouges, chaque fois que tu choisis de vaincre l'immobilité, tu montres qu'il n'y a pas de cage invisible qui puisse te retenir. L'anxiété peut crier, mais tes pas sont plus forts. 5. Pointe l'impulsion et retire-lui son pouvoir. L'impulsion ressemble à un voleur qui entre dans la nuit. Elle ne prévient pas, elle ne demande pas la permission. Elle apparaît simplement et prend ce qu'elle trouve sur son passage. C'est ainsi qu'elle agit dans ton esprit chaque fois que l'anxiété te pousse à écrire, à appeler ou à te justifier. Elle est rapide, soudaine, et si tu ne la reconnais pas, elle te vole ta tranquillité en quelques secondes. Mais quand tu la nommes, quand tu la regardes en face et que tu la pointes pour ce qu'elle est, elle perd de sa force. Ce qui semblait auparavant un ordre absolu devient une option que tu peux refuser. Ce simple acte d'identifier l'impulsion est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Elle ne te fait plus peur parce que tu sais d'où elle vient. L'être humain a tendance à agir comme un esclave de l'immédiat. Une émotion apparaît et se transforme en action presque sans filtre. Cette rapidité est ce qui soutient la dépendance émotionnelle, car lorsque tu ressens le vide, ta réaction automatique est de chercher l'autre. Envoyer le message, ouvrir la conversation, mendier la réponse. Mais ce qui semble être un besoin est en réalité un réflexe conditionné. Et ce qui est conditionné peut être rééduqué. Les stoïciens le savaient. Entre le stimulus et la réaction, il y a toujours un espace, et dans cet espace se trouve ta liberté. Reconnaître l'impulsion, c'est agrandir cet espace, c'est gagner des secondes qui te permettent de décider clairement, au lieu d'obéir sans réfléchir. Quand ton esprit te dit « écris-lui tout de suite », ne te précipite pas pour obéir. Arrête-toi et pointe l'émotion. C'est de l'anxiété. C'est la peur d'être oublié, c'est de l'insécurité déguisée en urgence. Nommer l'impulsion la désarme parce qu'elle la sépare de ton identité. Ce n'est plus toi qui as besoin, c'est ton esprit entraîné dans de vieux schémas. Tu peux choisir différemment. C'est le pouvoir du détachement. Arrêtez de confondre ce que tu ressens avec ce que tu es. La pratique n'est pas facile, car l'impulsion frappe fort et se déguise en logique. Elle te dit que si tu n'écris pas, tu perdras la connexion, que si tu n'insistes pas, tu montreras du désintérêt, que si tu ne bouges pas maintenant, l'autre s'éloignera. Mais demande-toi froidement, l'insistance a-t-elle apporté le respect que tu cherches? Ou a-t-elle rendu ta présence si banale qu'elle n'est plus appréciée? Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu alimentes le cycle. Chaque fois que tu la pointes et choisis de ne pas obéir, tu brises une chaîne. Le stoïcisme propose d'observer l'esprit comme un gardien observe une ville. Ton attention est le gardien qui patrouille, qui détecte les mouvements suspects et décide s'il agit ou non. Si tu ne surveilles pas, l'impulsion entre et cause des ravages. Si tu es attentif, tu la vois arriver et tu la désarmes avant qu'elle ne te contrôle.
Cette vigilance consciente est une forme de discipline qui se pratique tous les jours. Fais l'exercice pratique. La prochaine fois que tu ressens le désir d'écrire, respire et nomme-le. C'est de la peur, c'est de l'anxiété, c'est de l'attachement. Écris-le sur une feuille si nécessaire. Ce simple geste te sépare du feu intérieur. Et dans cette courte distance, tu as le pouvoir de décider avec l'esprit et non avec l'urgence. L'impulsion n'est qu'un visiteur, pas un maître. La pointer, c'est lui retirer son déguisement de nécessité. Et quand tu la dépouilles de ce pouvoir, tu découvres que tu n'es pas prisonnier de ton anxiété, tu es maître de ton choix. Cette pratique quotidienne transforme le silence en une décision consciente et non en une bataille perdue. Parce qu'au final, ce qui te rend fort n'est pas de ne pas ressentir l'impulsion, mais de ne pas lui obéir. 6. Fais du silence ta première réponse. Le silence ressemble à un mur de pierre au milieu d'un champ ouvert. Celui qui le confronte peut l'interpréter comme de la froideur, de l'indifférence ou du mystère. Mais la vérité est que ce mur n'est pas là pour décorer, il est là pour protéger. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque tu décides que ta première réponse ne sera pas une justification ni une explication, mais le silence. Ce mur invisible ne se dresse pas contre les autres, il se dresse en ta faveur. C'est la première ligne de défense contre la manipulation émotionnelle, contre l'anxiété qui te pousse à réagir immédiatement et contre l'habitude de donner ton calme en échange de miettes d'attention. Répondre immédiatement est un réflexe qui naît de la peur. Tu as peur de perdre la connexion, tu as peur de paraître distant, tu as peur que l'autre interprète mal ta pose. Cependant, le paradoxe est clair. Plus tu réponds rapidement, moins ta parole a de valeur. L'immédiat devient commun, le disponible devient jetable. Le silence, en revanche, introduit un vide qui fait réfléchir, qui oblige à remarquer ton absence, qui génère un contraste dans un monde saturé de réponses instantanées. Ce contraste est ce qui redonne de la force à ta présence. Les stoïciens comprenaient que le silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Marc Aurèle réfléchissait que parler moins et observer plus renforce le jugement, car l'esprit a le temps d'analyser avant de réagir. Appliquer ce principe à ta vie quotidienne signifie ne pas te laisser emporter par l'urgence émotionnelle. Quand quelqu'un te blesse avec indifférence, ta première réponse ne doit pas être de supplier ni de demander, elle doit être le silence qui te rappelle que tu n'es pas obligé de participer à des dynamiques qui t'épuisent. Le silence est un miroir. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, l'autre se retrouve face à face avec ses propres actes. S'il espérait ta réaction immédiate pour se sentir puissant, il ne l'obtient pas. S'il comptait sur ta disponibilité pour nourrir son ego, il découvre un vide. Ce reflet peut déranger, peut t'irriter, mais il révèle aussi où se trouvait la manipulation et où tu donnais ton énergie. Et le plus important, il te révèle à toi-même. Tu découvres que tu peux supporter le malaise de ne pas réagir et que ta valeur ne dépend pas de remplir les espaces vides avec des mots précipités. Fais du silence une habitude consciente. Cela ne signifie pas couper toute communication. Cela signifie que ta première réaction ne sera jamais impulsive. Respire, attends, analyse si cela vaut vraiment la peine de répondre. Souvent, tu découvriras que ce qui semblait urgent se dissout avec le temps. Cet intervalle est ton entraînement à la force. Chaque minute que tu maintiens le silence renforce ton autocontrôle. Chaque pause choisie est un rappel que ton calme est plus important que la hâte des autres. Le monde moderne glorifie l'immédiat, mais l'immédiat est rarement sage. Répondre par le silence est nager à contre-courant, c'est refuser d'être esclave du temps des autres. Tu décides de ton rythme, tu décides de ton espace, tu décides de ta dignité. Cette attitude n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi. Et le respect de soi est ce qui distingue celui qui dépend de la validation des autres de celui qui se maintient sur son propre axe. La prochaine fois que tu ressens la pression de répondre immédiatement, rappelle-toi du mur de pierre. Rappelle-toi
que tu n'as pas besoin d'expliquer chaque silence, ni de justifier chaque pause. Fais du silence ta première réponse et laisse-le parler pour toi. Parce que parfois, le silence dit plus que 1000 mots. Il dit que tu as le contrôle, que tu sais attendre, que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et dans ce message sans voix se trouve ta plus grande force. 7. Construis pendant que les autres attendent. L'attente ressemble à un sablier arrêté. Le sable ne tombe pas, le temps semble figé, et ton attention est consumée en observant chaque grain au repos. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque ta vie tourne autour de ce que quelqu'un fera ou ne fera pas, s'il répondra ou non, s'il valorisera ou continuera à ignorer. Tu deviens l'esclave d'un temps qui n'avance pas, d'une horloge qui ne change jamais. Mais à l'instant où tu décides de construire au lieu d'attendre, l'horloge se remet à courir. L'énergie qui était auparavant gaspillée en anxiété commence à se transformer en projet, en habitude, en action qui te rendent le contrôle et le but. La plus grande erreur de la dépendance émotionnelle est de croire que ta valeur dépend d'être vue par un autre. Cette croyance te paralyse, car tu mets ta vie en pause jusqu'à recevoir de l'attention. Cependant, l'attention ne se demande ni ne se supplie, elle s'attire. Et rien n'attire plus qu'une personne qui continue à avancer, qui ne s'arrête pas, qui construit même au milieu du silence. Lorsque tu choisis de t'occuper de toi-même, tu envoies un message fort. Ta vie n'est en pause pour personne. Cette attitude, même si tu ne le dis pas, est un rappel que ton énergie vaut trop pour être gaspillée dans l'attente. Les stoïciens parlaient de vivre en accord avec la nature, ce qui signifie agir, grandir, avancer, ne pas rester bloqué dans la passivité. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous gaspillons une grande partie en choses qui n'ont pas d'importance. Attendre éternellement une réponse est l'une de ces pertes. Chaque jour que tu laisses passer en regardant l'écran est un jour qui ne revient pas. C'est une brique que tu n'as pas posée dans ta propre construction. C'est pourquoi chaque minute de silence d'autrui doit être convertie en action propre. Construire peut signifier beaucoup de choses. Cela peut être exercer ton corps, lire pour nourrir ton esprit, travailler sur un projet personnel, améliorer ton environnement, apprendre une nouvelle compétence. Le but n'est pas de combler le vide avec des activités aléatoires, mais de canaliser ton énergie vers quelque chose qui te rapproche de la vie que tu veux. Ainsi, le temps cesse d'être un ennemi qui te rappelle ce que tu ne reçois pas et devient un allié qui te donne de l'espace pour grandir. Le résultat est double. Tu renforces ton estime de toi et en même temps, tu brises l'illusion que ta valeur dépend du mouvement d'un autre. L'attente passive nourrit l'anxiété, tandis que la construction active génère de la clarté. Lorsque tu travailles sur toi, ton esprit a moins de place pour s'obséder avec ce qui manque. Tu commences à remarquer des progrès réels, de petits succès qui, additionnés, se transforment en changements profonds. Et ces changements sont une déclaration d'indépendance émotionnelle. Tu ne le fais pas pour impressionner quelqu'un, tu le fais parce que ta vie mérite d'être vécue, avec ou sans réponse. Fais de chaque silence une opportunité de croître. Transforme l'attente en un moteur de discipline. Demande-toi chaque fois que l'anxiété apparaît, que puis-je construire maintenant au lieu de rester immobile? Cette question est un outil puissant, car elle déplace l'accent de ce que tu ne contrôles pas vers ce qui est entre tes mains. Construire pendant que les autres attendent, c'est choisir d'être l'acteur principal plutôt que le spectateur. C'est refuser que ton histoire dépende de la volonté de quelqu'un d'autre. C'est un acte de rébellion silencieuse qui dit « Ma vie continue, ma valeur n'est pas en pause, mon énergie n'est pas gaspillée. » Et avec chaque action que tu entreprends, avec chaque brique que tu poses sur ton propre chemin, tu t'éloignes du vide de l'attente et tu te rapproches de la force de l'indépendance. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres font avec toi, mais ce que tu décides de faire avec ton temps. 8. Éteins le bruit, protège ton calme. L'esprit ressemble à un lac tranquille. Lorsqu'il n'est pas perturbé, il reflète clairement le ciel et tout ce qui l'entoure.
Mais si tu lances des pierres l'une après l'autre, l'eau se remplit d'ondes et perd sa transparence. C'est ainsi que fonctionne le bruit extérieur. Chaque notification, chaque opinion étrangère, chaque mot sans sens que tu laisses entrer devient une pierre qui déforme ta paix. Et si tu n'apprends pas à protéger cet espace intérieur, tu vivras en réagissant au chaos des autres plutôt qu'en décidant par toi-même. Éteindre le bruit ne signifie pas fuir le monde, cela signifie choisir quelles voix méritent ton attention et lesquelles ne le méritent pas. La plupart du temps, ce qui interfère tant avec ton calme n'a pas de valeur réelle. Tu vérifies des notifications qui ne changent rien à ta vie, tu te laisses affecter par des commentaires sans importance ou tu te retrouves pris dans des discussions vides. Chacun de ces stimuli vole un morceau de ton énergie et nourrit l'anxiété que tu portais déjà. Lorsque tu décides d'éteindre le bruit, même pour un moment, tu reprends le contrôle de ton espace mental et te rappelles que tout ne mérite pas une réponse, encore moins ton angoisse. Les stoïciens enseignaient que la sérénité naît de la maîtrise de soi, pas des circonstances extérieures. Si le bruit extérieur parvient à te perturber, ce n'est pas à cause du bruit en lui-même, mais parce que tu as laissé les portes de ton esprit ouvertes. Apprendre à les fermer est un acte de discipline. En silenciant les notifications, en choisissant le silence plutôt que la discussion, en limitant l'exposition à ce qui ne t'apporte rien, tu renforces le mur qui protège ta tranquillité. Ce mur n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Fais de la tranquillité ta priorité. Lorsque tu sens que le bruit envahit, éloigne-toi, respire et décide ce qui mérite ton énergie. Parfois, il suffit d'éteindre le téléphone, de fermer une conversation, de garder le silence face à ce qui cherche seulement à te provoquer. Ce geste simple fait la différence entre vivre à la merci du chaos et vivre à partir de la clarté. Le monde aura toujours du bruit, mais c'est toi qui choisis si tu le laisses résonner en toi. Protéger ton calme, c'est protéger ton essence. Et lorsque le calme devient ton bouclier, aucune distraction ne parvient à te détourner de ce qui compte vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Tu cours après la paix, l'amour, le succès et la reconnaissance comme s'ils étaient des proies qui t'échappent entre les doigts. Et plus tu cours vite, plus ils s'éloignent. C'est le piège de la vie moderne. Plus tu implores ce que tu désires, plus tu le repousses. Ce que tu appelles recherche est en réalité une chaîne invisible, une esclavage déguisé en ambition. L'homme d'aujourd'hui ne vit pas. Il survit en poursuivant la validation, le confort et le contrôle. Regarde autour de toi. Tout le monde court avec hâte, montrant des réalisations vides, exhibant un bonheur de vitrine qui s'effondre dès que les lumières s'éteignent. Et qu'est-ce qui reste? L'anxiété, la dépendance, la frustration. Le désespoir n'attire pas l'amour, n'attire pas la paix, n'attire pas le respect. Il attire l'indifférence, l'échec et le vide. Le stoïcisme brise ce cycle. Il ne te demande pas de mendier ni de supplier, il exige que tu te tiennes debout, que tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, que tu renforces ton esprit comme une forteresse imprenable et que tu te souviennes que la vraie grandeur ne se montre pas en courant après quoi que ce soit, mais en restant ferme. Celui qui maîtrise sa patience, son silence et son détachement n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit, car il devient un aimant qui attire ce que les autres implorent. Ce n'est pas un discours de consolation, c'est un appel à se réveiller. Tant que tu poursuivras, tu seras esclave. Lorsque tu décideras de t'arrêter et de te gouverner, ce que tu désires viendra à toi. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras 8 leçons stoïciennes qui changeront la façon dont tu affrontes la vie et t'apprendront à transformer la poursuite en attraction. 1. Fais de ton esprit une forteresse imprenable. Un château ne se construit pas avec des briques fragiles, ni avec des murs faibles. Il se construit avec des fondations solides, avec des pierres qui ne cèdent pas au vent ni à la tempête. Ton esprit doit être ainsi, une forteresse imprenable qui ne s'effondre pas face à la pression extérieure, ni à l'incertitude de l'avenir.
Car si ta force mentale dépend de ce que disent les autres, de ce qu'ils applaudissent ou de ce qu'ils te refusent, alors tu n'as pas un château, tu as une cabane qui se brise au premier souffle du monde. Fais de ton esprit un territoire sacré que personne ne peut envahir sans ton autorisation, car c'est dans cette forteresse que réside la véritable liberté. La société moderne vit en esclavage de l'anxiété précisément parce que ses murs internes sont construits avec la validation externe. Un commentaire négatif, un rejet, une comparaison sur les réseaux sociaux suffisent pour faire s'effondrer la sécurité de quelqu'un. Et lorsque ta sécurité dépend de facteurs externes, tu es condamné à vivre dans un état de guerre constante, car l'extérieur ne sera jamais stable. La forteresse de ton esprit ne peut pas être construite avec des matériaux que tu ne contrôles pas. Elle doit être élevée avec discipline, avec autocontrôle et avec la certitude que ta valeur ne dépend d'aucun applaudissement. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable bataille se déroule dans ce que nous pensons et comment nous interprétons la réalité. Tu peux affronter la même tempête que les autres, mais si ton esprit est entraîné pour résister, cette tempête ne détruit pas, elle renforce seulement. Marc Aurèle le disait clairement, l'esprit s'adapte et transforme toute difficulté en vertu. C'est l'essence d'une forteresse imprenable. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés. Il s'agit de les transformer en entraînement pour la force intérieure. Un exemple simple. Si quelqu'un te critique durement, ta réaction montre la qualité de tes murs internes. Celui qui n'a pas de force s'effondre, se sent attaqué, se consume en anxiété. Celui qui a construit une forteresse mentale reçoit la critique, filtre ce qui est utile et rejette ce qui est bruit, sans perdre son centre. Cette capacité à ne pas laisser l'extérieur détruire ta paix est ce qui différencie un homme libre d'un homme esclave de l'opinion. Fais de ton esprit un lieu ordonné. Entraîne-le chaque jour comme tu entraînes ton corps. Car la force mentale n'apparaît pas par hasard, elle se forge avec la pratique. Consacre des moments de silence, réfléchis à tes pensées, questionne chaque impulsion avant de te laisser emporter par elle. La forteresse se construit avec patience, pierre sur pierre, pensée sur pensée, jusqu'à ce que l'extérieur n'ait plus le pouvoir de la renverser. Ne confonds pas cette force avec la froideur ou l'indifférence, car il ne s'agit pas de vivre isolé ni de fermer le cœur. Il s'agit de te gouverner, de ne pas réagir comme un esclave à chaque stimulus. La forteresse n'empêche pas le vent de souffler, elle reste simplement debout malgré lui. C'est la différence entre un homme qui poursuit désespérément la paix et un autre qui l'habite déjà en lui. Celui qui réussit à faire de son esprit une forteresse imprenable cesse de courir après ce qu'il désire. Il cesse de mendier la reconnaissance, de craindre le rejet, de dépendre des circonstances. Il devient quelqu'un qui rayonne de fermeté, qui inspire le respect sans l'exiger, qui attire la paix parce qu'il la porte déjà en lui. C'est la première grande leçon stoïcienne. Avant de conquérir quoi que ce soit à l'extérieur, tu dois conquérir ton propre esprit, car tout ce que tu cherches commence et se termine dans la façon dont tu penses et comment tu décides de faire face à la vie. 2. Cultive la patience active. La rivière qui coule ne s'impatiente pas pour atteindre la mer, elle avance calmement, traversant des pierres et des détours, sans s'arrêter, mais sans non plus s'accélérer de manière désespérée. Ta patience doit être ainsi, non pas une excuse pour rester immobile en attendant que la vie change d'elle-même, mais une force silencieuse qui te pousse à continuer à avancer avec fermeté, sans anxiété, sans hâte inutile. La patience active est la différence entre celui qui se brise par le désespoir de vouloir des résultats immédiats et celui qui construit, jour après jour, avec la certitude que tout arrive en son temps. L'homme moderne a confondu patience avec faiblesse. Il pense que être patient, c'est croiser les bras, supporter les injustices ou se résigner à la médiocrité. C'est pourquoi il cherche des raccourcis, des solutions rapides, des gratifications instantanées qui ne résolvent rien. Il s'impatiente dans une file d'attente, se frustre avec un retard, désespère parce que le succès n'arrive pas au rythme de son anxiété.
Et en se précipitant, il perd la capacité de soutenir des processus, de résister à des épreuves et de former du caractère. Le manque de patience est le carburant de l'anxiété qui le consume et le transforme en esclave de l'immédiateté. Le stoïcisme enseigne le contraire. La patience est un pouvoir actif, pas une attente passive. Cela signifie supporter avec sérénité ce que tu ne peux pas accélérer, tout en travaillant sur ce qui est sous ton contrôle. C'est se lever chaque jour et faire le pas qui correspond, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. C'est rester ferme dans ton processus, sans te rendre à cause de l'impatience de ne pas récolter encore ce que tu as semé. Cette discipline silencieuse est ce qui distingue celui qui réalise de grandes choses de celui qui abandonne à mi-chemin. Pense à quelqu'un qui entraîne son corps. Il n'obtient pas de force en une seule séance, ni de discipline en une semaine. Le progrès se construit lentement, presque imperceptiblement, et n'est remarqué qu'après des mois de constance. La patience active est celle qui permet de maintenir la pratique, même si les résultats ne sont pas encore visibles, parce qu'elle comprend que chaque jour compte et que chaque effort s'accumule. Celui qui désespère abandonne, celui qui cultive la patience continue jusqu'à ce que le changement devienne inévitable. La patience active implique également un contrôle sur les émotions. Lorsque tu fais face à une difficulté, l'esprit impatient exige des solutions immédiates, crie pour s'échapper, s'enfonce dans la frustration. L'esprit patient évalue, observe, prend des décisions depuis le calme et conserve de l'énergie pour agir avec précision. Cette différence entre réagir avec hâte ou répondre avec sérénité marque le destin de toute situation. Mais cultiver cette vertu nécessite de l'entraînement. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de transformer l'attente en action consciente. Apprends à respirer profondément lorsque l'anxiété te brûle de l'intérieur. Fixe-toi des petits objectifs qui te rappellent que progresser n'est pas toujours sauter. Parfois, c'est marcher lentement. La patience active est une arme contre le désespoir qui ruine les relations, les projets et les rêves. Combien de personnes détruisent des liens parce qu'elles ne supportent pas le rythme de l'autre? Combien abandonnent leurs objectifs parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiats? Combien perdent la paix parce qu'elles veulent contrôler ce qui n'est pas encore prêt? L'impatient devient l'esclave de la frustration. Le patient devient le maître de son temps et de son énergie. Lorsque tu cultives la patience active, tu cesses de poursuivre avec anxiété ce que tu désires. Tu deviens quelqu'un qui avance sans s'arrêter, mais sans désespérer. 3. Brise la dépendance à la validation. Le miroir que tu poursuis pour confirmer ta valeur change constamment de forme, se fissure et reflète des images qui ne sont pas réelles. Ainsi vit celui qui dépend de l'approbation des autres, se modelant selon les yeux des autres, se fragmentant en versions qui ne finissent jamais de s'adapter. Ce besoin d'être vu, reconnu et applaudi se transforme en une prison invisible qui vole la liberté et nourrit l'anxiété. Chaque critique est ressentie comme un coup et chaque silence comme un rejet, car l'identité est construite sur des fondations qui n'appartiennent pas à soi-même. La société a transformé la validation en monnaie courante. Réseaux sociaux, opinion publique, comparaison constante, tout pousse à mesurer la valeur personnelle en fonction des réactions externes. Le problème est que ces réactions ne sont jamais stables. Aujourd'hui on t'applaudit, demain on t'oublie, après-demain on te critique. Vivre sous cette fluctuation, c'est accepter que ta paix dépend de la volatilité du monde, et c'est la forme la plus claire de l'esclavage émotionnel. Le stoïcisme offre une autre perspective. Ta valeur ne dépend de rien d'extérieur, mais de la cohérence interne. Épictète le résumait dans l'idée que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur elles. Il en va de même pour la reconnaissance. Ce n'est pas la critique qui te blesse, mais ton besoin qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas l'indifférence qui te détruit, mais l'obsession d'être toujours vu. En brisant cette chaîne, la porte s'ouvre à une liberté qui ne peut être arrachée.
Vivre sans cette dépendance ne signifie pas ignorer le monde ou mépriser tout le monde. Cela signifie maintenir ton centre même lorsque les autres ne le reconnaissent pas. Cela implique d'écouter sans s'effondrer, d'accepter les éloges sans qu'ils deviennent ton carburant, d'agir selon tes principes même s'il n'y a pas d'applaudissements. C'est la décision d'être intègre avec toi-même, avant d'être accepté par n'importe qui. Paradoxalement, plus tu supplies pour la validation, moins tu obtiens de respect. Le besoin repousse parce qu'il montre le vide, la fragilité et la dépendance. La fermeté, en revanche, attire. Celui qui marche sûr de son jugement et de ses valeurs, même si les autres le remettent en question, suscite une admiration authentique. L'authenticité devient un aimant beaucoup plus puissant que toute tentative de plaire à tout le monde. Pratiquer cette leçon nécessite du courage. Cela signifie apprendre à dire non quand on s'attend à ce que tu dises oui, maintenir tes décisions même si elles dérangent, accepter que ton chemin ne sera pas approuvé par tous. Cela exige d'examiner tes actes et de te demander « Est-ce que je fais cela parce que je pense que c'est correct ou parce que je veux qu'on m'applaudisse ?» Chaque fois que tu choisis de plaire plutôt que d'être authentique, tu cèdes ton pouvoir. L'entraînement commence dans le quotidien. Fais des choses que tu ne partages nulle part, des décisions petites que seul toi connais et qui te font te respecter davantage. Apprends à remercier un compliment sans en dépendre, à recevoir une critique sans perdre l'équilibre. Écris-le si nécessaire et répète-le. Ma valeur ne dépend de l'approbation de personne. Cette phrase, lorsqu'elle devient une conviction, est un bouclier que rien d'extérieur ne peut traverser. Briser la dépendance à la validation, c'est retrouver ta liberté. Tu n'auras plus besoin de courir après les applaudissements parce que la cohérence sera suffisante. Et de cette indépendance, tu attireras plus de respect que tu n'as jamais réussi à mendier de l'attention. Le bruit des opinions des autres deviendra un écho lointain, tandis que la voix qui compte vraiment, la tienne, s'élèvera claire et ferme pour guider le cours de ta vie. 4. Entraîne-toi à l'inconfort volontaire. Le métal le plus fort ne n'est pas brillant, il est forgé entre les flammes, les coups et la pression. Sans feu et sans marteau, il resterait un morceau faible de matière sans forme. Il en va de même pour l'esprit et le caractère. Si tu ne traverses pas l'inconfort, tu ne découvriras jamais ta véritable force. Et dans un monde qui vend le confort comme le plus grand des trésors, s'entraîner à l'inconfort devient une rébellion consciente contre l'esclavage moderne. La plupart des gens fuient tout ce qui fait mal, tout ce qui coûte, tout ce qui demande des efforts. Ils préfèrent ce qui est immédiat, facile, ce qui ne demande ni patience ni discipline. Mais cette obsession d'éviter l'inconfort génère de la fragilité. Lorsque la première crise survient, lorsque la vie frappe sans prévenir, celui qui n'a jamais entraîné sa résilience s'effondre. Le stoïcisme enseigne que l'inconfort volontaire n'est pas une souffrance inutile, c'est une préparation. Marc Aurèle l'a bien compris. Celui qui s'entraîne à accepter les difficultés quotidiennes développe un esprit capable de résister à des épreuves bien plus grandes. Dormir par terre certaines nuits, résister à l'envie de manger pour le plaisir immédiat, s'exposer au froid ou au silence, sont des exemples de pratiques qui semblent petites, mais qui envoient un message puissant à l'esprit. Je peux supporter plus que je ne le pense. Je ne suis pas esclave du confort. Dans la vie quotidienne, s'entraîner à l'inconfort signifie choisir consciemment l'effort lorsque le corps demande à fuir. Cela signifie se lever tôt lorsque tu as envie de rester au lit, rester calme lorsque tout pousse à la réaction, affronter une conversation inconfortable au lieu de la fuir. Chaque acte de discipline volontaire est un rappel que tu es maître de toi-même et non esclave de tes impulsions. L'homme moderne cherche la paix, le succès et la reconnaissance, mais il les poursuit depuis le confort. Il veut un corps fort sans transpiration, il veut du respect sans sacrifice, il veut de l'amour sans vulnérabilité, il veut la paix sans silence. Et cette contradiction le condamne à la frustration. Celui qui choisit de s'entraîner à l'inconfort, en revanche,
Apprends que la force se construit à chaque renoncement au plaisir immédiat, à chaque décision de tenir bon, alors qu'il serait plus facile de se rendre. C'est là la racine du respect de soi. L'inconfort volontaire est aussi une arme contre l'anxiété. Lorsque tu choisis consciemment de passer par des épreuves que d'autres éviteraient, ton esprit s'adapte, se renforce et perd la peur de l'inattendu. Tu n'as plus peur des changements ni des crises, parce que tu as entraîné en toi la capacité de résister. Et cet entraînement rend la vie plus prévisible, car ce qui effraie les autres n'est pour toi qu'un autre défi que tu peux relever. Mets-le en pratique de manière concrète. Marche sous la pluie, sans courir te réfugier. Consacre une journée à être sans distraction technologique. Fais de l'exercice, même si la fatigue te pèse. Jeûne pendant quelques heures, même si ton corps réclame. Ce sont des exemples simples mais efficaces qui renforcent ton caractère. L'objectif n'est pas de souffrir, c'est de te rappeler que tu peux contrôler ton esprit, que tu n'es pas dominé par chaque impulsion de confort que l'environnement vend comme indispensable. T'entraîner à l'inconfort volontaire, c'est rompre avec l'illusion que la vie doit être douce pour être bonne. C'est choisir le feu qui forge plutôt que la rouille qui détruit. Et lorsque ton caractère a passé des épreuves que d'autres n'auraient jamais affrontées, ta présence devient différente. Tu irradies la force, la discipline et la sérénité. Tu n'as plus besoin de poursuivre le respect, car le monde reconnaît en toi quelqu'un qui s'est forgé comme le métal le plus fort, résistant, ferme et libre. 5. Pratiquer le détachement conscient. Les mains qui s'accrochent désespérément au sable finissent par le perdre entre leurs doigts. Plus vous essayez de le retenir, plus il s'échappe rapidement. Il en va de même pour les personnes, les réalisations, les choses matérielles et les illusions de contrôle. L'attachement obsessionnel ne garantit pas la sécurité, il garantit la souffrance. Le détachement conscient, en revanche, n'est pas de l'indifférence. C'est la sagesse de comprendre que rien ne nous appartient totalement et que s'accrocher ne fait que multiplier l'anxiété. L'homme moderne vit entouré de chaînes invisibles qu'il nourrit lui-même. Il s'accroche à une relation par peur de la solitude, à un travail qui détruit sa santé, à des objets qui ne comblent jamais le vide intérieur. Et plus il dépend de ces choses, plus il devient fragile, car il suffit que le monde change pour que sa paix s'effondre. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui est externe est emprunté. Marc Aurèle le rappelait, la vie elle-même est un prêt temporaire, et ce que vous possédez aujourd'hui peut cesser d'être à vous demain. Comprendre cela ne doit pas générer de tristesse, mais de la liberté. Si vous savez que rien ne vous appartient complètement, vous pouvez profiter de ce que vous avez sans être obsédé par le fait de le retenir. Le détachement conscient est en essence la pratique de lâcher sans peur et d'aimer sans chaîne. Pratiquer le détachement ne signifie pas rejeter ce que la vie vous donne. Cela signifie ne pas en dépendre pour être en paix. Vous pouvez profiter d'une relation sans en faire votre seule source de bonheur. Vous pouvez travailler pour vos objectifs sans que le résultat ne définisse votre valeur. Vous pouvez posséder des biens matériels sans qu'ils aient de pouvoir sur votre identité. Le détachement conscient transforme la façon dont vous vous reliez à tout. Il cesse d'être une nécessité et devient un choix. L'attachement est aussi à l'origine d'une grande partie de l'anxiété. Vous voulez que les choses soient permanentes alors que la vie est mouvement. Vous voulez que les gens restent alors que nous sommes tous de passage. Vous voulez que les circonstances ne changent pas alors que le changement est la seule certitude. Cette lutte contre l'inévitable ne fait que vous épuiser. En revanche, lorsque vous pratiquez le détachement conscient, vous apprenez à accepter le flux naturel de la vie. Vous comprenez que ce qui arrive est un cadeau et que ce qui part est une partie du processus. Un exemple clair est l'amour. Celui qui aime avec attachement cherche à contrôler, exige des garanties, vit dans la peur constante de perdre. Celui qui aime avec détachement profite de la présence de l'autre sans prétendre le posséder, car il sait que le véritable respect naît de la liberté. Il en va de même pour le succès. Celui qui le poursuit avec obsession ne l'apprécie jamais, car il craint toujours de le perdre.
L'entraînement pour cultiver cette vertu commence par des actes simples. Débarrassez-vous des choses que vous gardez par peur de perdre quelque chose de vous-même, alors qu'en réalité, elles ne signifient rien. Apprenez à être en silence, sans avoir besoin de remplir chaque moment de distraction. Acceptez que vous ne contrôlerez pas toutes les réactions, ni tous les destins. Rappelez-vous chaque jour que la seule possession véritable est votre esprit, et que tout le reste peut changer d'un moment à l'autre. Pratiquer le détachement conscient, c'est choisir la liberté plutôt que l'obsession. C'est lâcher avec sérénité plutôt que retenir avec anxiété. Et lorsque vous parvenez à vivre de cette manière, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de repousser ce que vous désirez et commencez à l'attirer. Car les personnes, les opportunités et la paix arrivent naturellement à celui qui ne les poursuit pas avec désespoir, mais à celui qui les reçoit avec calme, sans chaîne et avec une fermeté intérieure. 6. Protège ton énergie comme un royaume. Un royaume qui ne prend pas soin de ses murailles tombe bientôt aux mains de l'ennemi. Peu importe combien de soldats il a ou combien de richesses il cache, si ses portes sont ouvertes et que n'importe qui entre et sort à sa guise, tôt ou tard il sera en ruine. Il en va de même pour ton énergie. Si tu ne mets pas de limite, si tu permets à n'importe qui de voler ton temps, tes pensées ou ta tranquillité, tu finiras vide, usé et sans force pour ce qui compte vraiment. Ton énergie est ton plus grand trésor, et la protéger est un devoir, pas une option. L'homme moderne vit épuisé non pas parce qu'il travaille trop, mais parce qu'il gaspille son énergie dans des batailles inutiles. Il se consume dans des discussions qui ne mènent à rien, dans des soucis pour des choses qu'il ne peut pas contrôler, dans des relations qui ne font que drainer sa paix. Et pendant qu'il cherche la paix et le succès, tout ce qu'il trouve est une fatigue chronique, parce qu'il a donné ses forces à des causes qui n'ont jamais mérité son attention. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ta réaction, tout ne mérite pas ton énergie. Épictète disait que les choses extérieures n'ont pas de pouvoir sur toi à moins que tu ne le leur donnes. La véritable discipline consiste à choisir où concentrer ta force et dans quelle bataille participer. Protéger ton énergie ne signifie pas fuir la vie. Cela signifie savoir distinguer ce qui te construit de ce qui te détruit. Pense à cela de cette façon. Chaque jour, tu te réveilles avec une quantité limitée d'énergie, comme des pièces d'or dans un coffre. Si tu les dépenses en plaintes, en discussions, en essayant de plaire à tout le monde, en colère pour des petites choses, à la fin de la journée, tu n'auras rien à investir dans ce qui compte vraiment. Mais si tu apprends à gérer ces pièces, si tu choisis bien où mettre ton attention, ton énergie grandit, se multiplie et devient la base de ta force. Protéger ton énergie implique d'établir des limites claires. Cela signifie dire non quand quelque chose envahit ta paix, même si les autres ne le comprennent pas. Cela signifie couper les conversations qui ne font que semer la négativité. Cela signifie s'éloigner des environnements qui drainent ton esprit et s'entourer de personnes qui te renforcent. Tu ne peux pas vivre comme un royaume sans murailles et espérer rester debout. Le respect commence par toi-même. Et ce n'est que lorsque tu protèges ton énergie que les autres apprennent à la respecter. Cela implique aussi de surveiller ce que tu consommes au niveau mental. Je ne parle pas seulement de nourriture pour le corps. Je parle de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Des nouvelles qui génèrent de la peur, des comparaisons qui empoisonnent ton estime de toi, des pensées répétitives qui ne font que t'épuiser. Chaque stimulus est comme un visiteur dans ton royaume, et c'est toi qui décides si tu ouvres la porte ou si tu la fermes. Laisser entrer des déchets mentaux est l'équivalent d'ouvrir la muraille pour que les pillards entrent. Un exercice pratique est de faire un inventaire de tout ce qui te prend de l'énergie dans ta vie quotidienne. Observe quelles conversations te laissent t'épuiser, quelles pensées se répètent sans sens, quelles activités te volent plus qu'elles ne te donnent. Ensuite, peu à peu, commence à réduire cette dépense inutile. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais d'apprendre à gérer ton énergie vitale avec intelligence.
Protéger ton énergie comme un royaume n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Car sans énergie, tu ne peux pas grandir, tu ne peux aider personne, tu ne peux soutenir tes objectifs ni ta paix. L'anxiété naît souvent de dépenser des forces sur ce qui ne dépend pas de toi. La sérénité, en revanche, surgit lorsque tu prends soin de tes murailles et choisis consciemment où investir ton attention. Et lorsque tu parviens à vivre de cette façon, tu cesses de poursuivre la paix et le respect, car ils viennent d'eux-mêmes en voyant que tu gouvernes ton propre royaume intérieur avec fermeté et autorité. 7. Maîtriser le mot avec précision. Le mot est comme une épée. Dans des mains inexpérimentées, il blesse sans contrôle, cause des dommages irréparables et devient une arme dangereuse contre celui qui la manie. Mais entre les mains d'un guerrier discipliné, il devient un outil de précision, capable de couper seulement ce qui est nécessaire et de défendre fermement sans gaspiller d'énergie. Il en va de même pour le langage. Celui qui parle sans réfléchir devient l'esclave de sa propre bouche, mais celui qui maîtrise le mot gouverne son environnement avec respect et autorité. L'homme moderne vit pris au piège du bruit. Il parle trop, promet sans tenir, discute pour imposer, donne son avis sur tout sans rien comprendre. Chaque mot lancé sans soin affaiblit sa crédibilité et érode sa force. Quand quelqu'un ne mesure pas ce qu'il dit, il transmet de l'insécurité et sa voix devient un écho vide que personne ne respecte. En revanche, celui qui maîtrise le mot transmet la sérénité, inspire la confiance et projette la force même dans le silence. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas parler plus que nécessaire, ni dire ce qui n'édifie pas. Sénèque avertissait que souvent le silence est plus puissant que n'importe quel discours. Maîtriser le mot ne signifie pas parler peu, cela signifie parler avec précision. Cela signifie choisir les mots comme un artisan choisit ses outils, sachant que chaque phrase peut construire ou détruire, attirer le respect ou semer la méfiance. Regardez ce qui se passe dans une discussion. Celui qui se laisse emporter par la colère crie, insulte et s'épuise, mais convainc rarement. Celui qui contrôle ses mots répond calmement, utilise des phrases claires, ne se laisse pas provoquer et, sans avoir besoin de hausser la voix, impose le respect. Maîtriser le mot, c'est maîtriser l'émotion qui le soutient. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la force silencieuse qui se cache derrière vos mots. Pratiquer cette discipline exige 3 étapes. Réfléchir avant de parler, parler avec précision et se taire quand c'est nécessaire. Réfléchir avant de parler, c'est se demander si ce que vous allez dire construit ou détruit, si c'est vrai ou juste un élan. Parler avec précision, c'est éviter les fioritures inutiles, les phrases vides ou les promesses impossibles. Et se taire quand c'est nécessaire, c'est se rappeler que toute provocation ne mérite pas de réponse, et que parfois le silence est la déclaration la plus ferme de toutes. Celui qui maîtrise le mot comprend aussi le pouvoir de l'écoute. Parce que parler avec précision ne signifie pas monopoliser le dialogue. Cela signifie savoir écouter pour répondre avec sagesse. Celui qui écoute attentivement gagne en clarté et sa réponse devient plus précise. En revanche, celui qui interrompt et se précipite révèle de l'anxiété et un manque de contrôle. Le mot précis naît du silence attentif. Un exercice utile est de s'entraîner à la retenue. Lorsque vous ressentez l'envie de répondre immédiatement, respirez et retardez votre réaction de quelques secondes. Cet espace coupe le pouvoir de l'impulsion et vous permet de choisir plus clairement ce que vous allez dire. Un autre exercice est de réduire vos mots à l'essentiel. Communiquez ce que vous voulez en le moins de phrases possible, sans fioritures inutiles. Cette économie de langage génère de la force et de l'autorité. La maîtrise du mot signifie également éviter le gaspillage. Chaque promesse non tenue, chaque mot lancé sans réfléchir, est comme un trou dans le mur de votre crédibilité. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous n'êtes pas sûr, ne promettez pas. Celui qui aligne parole et action devient une personne de confiance, et la confiance est une forme puissante de respect. Maîtriser le mot avec précision est plus qu'un art, c'est une stratégie de vie.
8. Habite le présent avec fermeté. L'horloge ne s'arrête jamais, mais la plupart des gens vivent coincés à ces deux extrémités. Certains se consument en regardant en arrière, portant des culpabilités, des nostalgies ou des souvenirs qui n'existent plus. D'autres se perdent dans le futur, obsédés par ce qui n'est pas encore arrivé, imaginant des scénarios qui alimentent la peur et l'anxiété. Et dans cette danse, entre ce qui est déjà mort et ce qui n'est pas encore né, le présent s'échappe comme de l'eau qui coule entre les mains. Habiter le maintenant avec fermeté est le seul moyen de récupérer la vie que vous possédez réellement. L'homme moderne cherche la paix et le succès en courant après des illusions futures, comme si le bonheur était un prix qui n'apparaît qu'après avoir obtenu plus d'argent, plus de reconnaissance ou plus d'affection. Mais cette course ne finit jamais, car quand il obtient quelque chose, il désire déjà la chose suivante. L'esprit ne se calme jamais, il exige toujours plus, et cette faim perpétuelle le transforme en esclave de l'inaccessible. Le stoïcisme enseigne que vous n'avez de pouvoir que sur cet instant. Marc Aurèle le répétait, vous ne vivez ni hier ni demain, seulement ce bref moment. Tout le reste est illusion. Lorsque vous choisissez d'être présent, vous arrêtez de mendier dans le temps ce qui est déjà entre vos mains. Et il ne s'agit pas de vivre avec indifférence envers l'avenir ou d'effacer la mémoire, il s'agit de mettre votre cœur dans ce que vous pouvez faire maintenant, sans vous laisser distraire par ce que vous ne contrôlez pas. Habiter le présent avec fermeté signifie que vous ne reportez pas votre paix à demain, ni ne traînez votre douleur d'hier jusqu'à aujourd'hui. Cela signifie que vous travaillez sur ce qui est devant vous avec une pleine attention, sans hâte et sans dispersion. L'homme qui vit ainsi attire le respect car il projette le calme et la sécurité. Un exemple clair se trouve dans les conversations. Celui qui habite le présent écoute avec une véritable attention, regarde dans les yeux, répond avec clarté. Cette présence a plus de pouvoir que 1000 discours. En revanche, celui qui est distrait en pensant à son passé ou à ce qu'il fera ensuite transmet un vide, comme s'il n'était pas vraiment là. Les gens ressentent cette absence et s'éloignent, car personne ne veut être avec quelqu'un qui n'est jamais là. Pratiquer cette leçon nécessite de la discipline. Commencez par le plus simple. Quand vous mangez, mangez sans distraction, sans regarder un écran. Quand vous travaillez, concentrez-vous sur la tâche, sans sauter d'une chose à l'autre. Quand vous parlez, écoutez avant de répondre. Et quand votre esprit essaie de vous entraîner dans le passé ou dans le futur, rappelez-lui fermement. La seule réalité est ici. Cette répétition entraîne votre attention jusqu'à ce qu'elle devienne votre plus grande arme contre l'anxiété. Habiter le présent ne signifie pas cesser d'avoir des objectifs. Cela signifie avancer vers eux sans vous perdre dans l'obsession. C'est travailler avec constance aujourd'hui, sachant que l'avenir se construit avec la somme de chaque instant vécu avec fermeté. C'est accepter que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut vous enseigner. C'est reconnaître que la seule chose que vous possédez vraiment est cette seconde, et que la gaspiller, c'est perdre votre vie. Lorsque vous habitez le présent avec fermeté, vous cessez d'être l'esclave de l'anxiété pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne poursuivez plus la paix, car vous la trouvez ici même. Vous ne courez plus après la reconnaissance, car votre présence authentique attire le respect sans avoir besoin de le mendier. Et vous n'échappez plus au vide, car vous apprenez à remplir chaque moment avec conscience et intention. C'est la dernière grande leçon. Le maintenant n'est pas un pont pour arriver à autre chose. C'est l'endroit où tout commence et où se trouve toujours la véritable liberté.